Je vous propose de commencer. Et je vais laisser la parole. Moi, je m'appelle Olivier Ascoët et je travaille pour Enea Consulting. Et vous le verrez, on fait partie de l'équipe d'organisation du challenge. Et je vais laisser la parole à Clara Cornart de l'AFD qui travaille aussi sur l'organisation de ce Digital Energy Challenge. Je vais passer. Bonjour à tous. Merci Olivier. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Clara Cornart. Je coordonne effectivement la facilité Digital Energy pour l'Agence française de développement, l'AFD. Et c'est dans le cadre de cette facilité qu'on organise cet appel à projet, le Digital Energy Challenge. Donc, bienvenue à toutes et tous. Comme le disait Olivier un peu plus tôt, on a prévu ce webinaire pour 1h30, donc jusqu'à midi, heure de Paris. Donc, juste avant qu'on commence et qu'on déroule la présentation et aussi qu'on vous laisse la place pour un certain nombre de questions, on veut juste vous rappeler les règles de ce webinaire, en tout cas en termes pour que tout se passe bien. Donc, merci de préciser vos noms, prénoms et le nom de votre organisation voilà, pour qu'on sache qui nous parle et à qui est là aujourd'hui. Ça nous aidera. Donc, vos micros sont coupés, comme vous pouvez le voir. Merci de ne pas les activer pour qu'on évite la cacophonie. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et voilà, alors peut-être ne les posez pas toutes maintenant, puisqu'il y a des grandes choses qu'on y réponde au fur et à mesure. Et surtout, on vous laisse à la fin 30 minutes à peu près pour poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre au mieux. Et enfin, donc, ce webinaire est enregistré et sera accessible dans quelques jours, je pense, sur le site de l'AFD. On vous remettra les bons liens plus tard par mail. Voilà. Je crois que c'est tout. Je pense qu'on peut commencer. On va voir donc l'ordre du jour. Donc, on va vous expliquer très brièvement qu'est-ce qu'est le challenge, en quoi ça consiste. Bien sûr, on va vous préciser les critères d'éligibilité pour cette année. On va vous expliquer quels sont les avantages pour vous pour les lauréats et ensuite bien vous repréciser comment déposer votre candidature via le site de l'Agence française de développement. Et enfin, on se laisse une bonne trentaine de minutes pour répondre à vos questions et que vous puissiez donc poser vos questions dans le chat et qu'on puisse y répondre au mieux. Je vais laisser la parole maintenant à Cyril Renaud de l'Agence française de développement pour vous présenter rapidement ce qu'est la facilité justement Digital Energy dans laquelle s'inscrit cet appel à projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend clairement. Très bien. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Cyril Renaud. Je travaille donc dans la division énergie de l'Agence française de développement. Et donc, je vais vous présenter brièvement le challenge et plus généralement la facilité Digital Energy. Donc, la facilité Digital Energy, c'est une initiative qu'a lancée l'AFD avec le soutien de l'Union européenne l'an dernier, et donc qui comporte 4 composantes visant toutes en fait à soutenir l'intégration des sources d'énergie renouvelables, accroître l'accès à l'énergie et améliorer les performances des entreprises du secteur de l'énergie. Et plus généralement aussi comme objectif à essayer de voir comment créer des ponts entre les sociétés publiques d'électricité et les startups. Donc, on a 4 composantes. Donc, la première consiste à accompagner les sociétés publiques d'électricité dans la digitalisation de leurs process et donc via la réalisation d'études de faisabilité et également via la réalisation d'actions de renforcement de capacité. On a donc ensuite deuxième composante de financement de l'innovation, qui est le challenge qui vous est présenté aujourd'hui et dont on organise cette année la 2e édition, et pour lequel on a avec l'Union européenne, il y a des financements pour l'organiser sur 4 années. Donc là, c'est la 2e, il y aura encore à ce jour de financement disponible pour l'organisation d'une 3e et d'une 4e édition. On a ensuite la 3e composante qui consiste à créer une communauté Digital Energy. Donc, cette communauté est en train d'être créée.
et prendra la forme, en fait, à la fois d'un portail, d'une plateforme digitale sur lequel on pourra trouver à la fois des ressources et sur lequel on pourra aussi interagir avec d'autres acteurs de la digitalisation du secteur de l'énergie. Et via également aussi un ensemble d'événements qui se feront pas forcément en ligne, avec des séminaires, des hackathons, voilà, avec l'objectif étant, dans le cadre de cette communauté, d'accompagner la réalisation de projets de digitalisation et d'accompagner d'accompagner des relations entre les sociétés publiques d'électricité et le monde des startups, les providers de solutions digitales. Ensuite, on a un quatrième, et donc cette communauté doit être lancée à la fin d'année. Aujourd'hui, on est en phase de mise en place des outils et de finalisation de cette plateforme et devrait être relancée à la fin d'année. On a ensuite un quatrième composante qui est un capital d'amorçage. Donc, l'idée, c'est de fournir via un intermédiaire financier qui aujourd'hui a été sélectionné pour offrir des prêts à taux zéro, ce qu'on appelle des prêts contingents, des subventions remboursables. En tout cas, c'est des prêts à des sociétés privées développant des solutions d'accès. Et ces prêts sont remboursables si l'opération est un succès et non remboursables si l'opération d'innovation s'avère être non concluante. Voilà pour cette brève présentation donc, de la facilité Digital Energy. Peut-être slide suivant. Donc, on est à l'AFD, plusieurs personnes à être impliquées sur le déploiement de cette facilité. Donc, au sein de l'AFD, nous sommes avec Anne-Sophie et Célec Joseph Julien. Donc coordonnons les différentes activités. Moi, je suis plus spécifiquement le challenge de la plateforme. Anne-Sophie à la composante 4 et Cédric la composante 1. Et puis, bien évidemment, on travaille en équipe projet. Donc, on suit un peu l'ensemble des initiatives, mais on a chacun un rôle un peu particulier sur chacune de ces composantes. Ensuite, on a accompagné pour la gestion de cette facilité par Clara et Maxence, qui travaillent dans le bureau d'études d'IELE, et donc qui ont pour mission de nous accompagner dans la coordination de cette facilité. Et sur l'organisation du challenge, on a une équipe ENEA AETS auquel l'AFD a confié la responsabilité d'organiser et de gérer cette facilité, ce challenge. Voilà, et avec aussi toute une action sur la communication donc, dont se charge Victoria. Donc à ENEA, il y a Olivier, Camille et deux Camille. Et puis AETS, Jérôme et Georges. Voilà. Et puis on n'a pas nos partenaires de l'Union européenne, mais on a aussi, on pourrait les rajouter un jour, on a également Sarah de l'Union européenne qui nous accompagne aussi sur cette facilité. En effet, merci Cyril. Merci beaucoup. Je vais peut-être reprendre le micro pour commencer à se plonger dans ce qu'est le Digital Energy Challenge. Donc, certains d'entre vous sont déjà familiers de ce que peut offrir le Digital Energy Challenge, mais sur le site internet, on va vous mettre ça d'ailleurs dans le chat tout de suite. Vous avez le site internet en français et en anglais avec un certain nombre de liens et de descriptions et aussi des documents à télécharger. On va y revenir tout au long de cette présentation, mais voilà, toutes les informations sont d'ores et déjà présentes sur le site et on va aujourd'hui reprendre les grandes lignes et les points les plus importants pour que, en particulier, les potentiels candidats parmi vous aient toutes les clés pour postuler dans les temps et sereinement. Donc, comme l'a dit Cyril, le challenge est une composante de la Digital Energy Facility de l'AFD.
L'idée étant grâce à ce challenge, de favoriser l'accès à l'énergie et d'améliorer les performances et la qualité des services des opérateurs énergétiques. On a donc un appel à projet par an, pendant 4 ans, avec 2 catégories. Donc, une catégorie pour les startups et une catégorie pour les opérateurs publics, les opérateurs énergétiques. L'enveloppe qui est allouée en cofinancement avec l'Union européenne est de 6 millions d'euros sur 4 ans, donc répartie sur les 2 catégories dont je viens de parler. Donc, 0,5 millions d'euros par an pour les startups et 1 million d'euros par an pour les utilities. Et il faut savoir aussi que l'ADEME, l'Agence nationale de la transition énergétique, pour la transition énergétique, donc l'agence française, va rejoindre l'équipe et en tant que financeur et va donc abonder cette enveloppe en particulier pour le Digital Energy Challenge pour Startup et nous permettre en fait d'avoir une parité entre les deux catégories. Donc, quel est le scope géographique du Digital Energy Challenge? Donc, c'est le continent africain en entier. L'année dernière, et je vais revenir rapidement, on avait un focus qui était sur l'Afrique subsaharienne exclusivement. Là, on a élargi à l'Afrique du Nord également. Donc, rapidement, je reviens sur l'édition 2021, la première édition. On peut dire que c'était un succès. On a récompensé 8 projets pour leur capacité à innover et à proposer des solutions numériques dans le secteur de l'énergie. On avait des thèmes qui étaient différents l'année dernière entre les startups et les utilities. On a choisi pour la nouvelle édition 2022 et sûrement les futures éditions de regrouper les scopes thématiques des 2 catégories afin de faciliter les synergies tout simplement entre les différents projets et d'avoir plus de visibilité, plus de clarté sur l'objectif, je dirais, thématique annuel. Donc l'année dernière, on avait 5 projets startup et 3 projets de partenariat entre des opérateurs énergétiques et les fournisseurs de solutions innovantes. On va y revenir, c'est important. Pour la catégorie qu'on appelle For Utilities, donc pour opérateurs énergétiques, il s'agit de récompenser des partenariats et pas seulement des entités. Donc l'appel à projet l'année dernière a été ouvert un peu plus longtemps, sur 3 mois. On a une cérémonie de remise des prix fin novembre 2021. Comme je disais, c'était des projets qui étaient exclusivement situés en Afrique subsaharienne. On avait des projets donc au Togo, au Sénégal, des projets en Tanzanie, en Ouganda, à Madagascar, au Rwanda, Nigeria. Donc voilà, on a vraiment ce qu'il faut. Enfin, donc ça, c'était juste les projets qui ont été retenus et récompensés, mais on avait quand même plus de 200 candidatures en tout dans 34 pays d'Afrique subsaharienne et on a un processus sur lequel on va revenir de présélection et il y avait 21 projets qui représentaient ces 34 pays. 34 pays en tout, c'était avec les 2 catégories. Donc, je vous invite à aller tout simplement sur le site du challenge et vous verrez, vous pourrez vous renseigner sur les projets l'année dernière et voir quelques vidéos de présentation des projets. C'est toujours très instructif. Rapidement sur la timeline, en fait, l'agenda, le calendrier de cette édition 2022, où vous avez dû le voir, l'édition, l'appel à projet est ouvert depuis le 1er mars et restera ouvert jusqu'au 30 avril à 23h59. Donc, vous avez encore un mois et demi à peu près pour télécharger le dossier de candidature sur le site internet, compléter ensuite de façon, je dirais, hors ligne, un formulaire qui est sous la forme d'un fichier Excel et préparer tous les documents complémentaires qui sont demandés. À ce stade, ça reste assez léger. Et ensuite, vous pourrez donc directement vous rendre à nouveau sur le site. On vous a donné les liens pour uploader, comme on dit, enfin télécharger votre candidature sur le site du challenge. On a mis en place une permanence par email pour répondre à toutes vos questions. Et il y a aussi un document de FAQ, de foire aux questions, qui est disponible directement sur le site du challenge, qui normalement doit couvrir l'ensemble, enfin une majorité de questions qui peuvent émerger, mais bien sûr, il y a toujours des cas spécifiques, donc on vous invite à nous écrire. On vous donnera aussi l'adresse, ou je ne sais pas, peut-être que ça a déjà été fait dans le chat, l'adresse du challenge pour nous écrire.
Donc, on va bien sûr, pendant cette période, commencer à analyser les candidatures, les dossiers de candidature reçus. Ensuite, on aura des comités de présélection et de sélection qui interviendront donc début juin jusqu'à mi-juillet à peu près. Et donc, c'est pendant cette période qu'on va analyser selon des critères de priorisation et de sélection les dossiers reçus. Et on reviendra ensuite, voilà, après l'été, vers les lauréats pour, après avoir fait aussi nos vérifications de KYC, on reviendra vers les candidats sélectionnés pour annoncer les lauréats. Et ensuite, en novembre, fin novembre, on aura une remise des prix, une cérémonie de remise des prix accompagnée d'ateliers qu'on appelle Bootcamp. C'est un événement qui a eu lieu aussi l'année dernière déjà à Paris, qui a rassemblé les projets, les porteurs de projets lauréats, et donc qui était l'occasion d'échanger, de parler du secteur, de se rencontrer et de mettre en avant les projets qui ont été sélectionnés, tout simplement. Donc, on va revenir maintenant sur les critères d'éligibilité qui sont importants à avoir en tête, d'abord pour les startups, et je vais laisser la parole à Camille Petit qui travaille avec moi sur côté Enea. Bonjour à tous, désolé pour ce petit souci technique. J'espère que vous entendez. On va vous présenter les critères d'éligibilité du challenge, donc à la fois les critères d'éligibilité pour les startups et pour les partenariats utilities, enfin les partenariats opérateurs énergétiques et fournisseurs de technologies ou de services. Je vais commencer par les critères d'éligibilité pour les startups et ensuite je passerai la parole à ETS, donc à Georges et Jérôme, pour les opérateurs énergétiques. Donc les principaux critères d'éligibilité pour les startups, ça va être d'être des entités qui ont moins de 10 ans d'existence au moment où la candidature est envoyée, d'avoir entre 1 et 99 employés à temps plein, d'être local, d'avoir moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel et d'avoir levé moins d'1 million d'euros en tout. Il faut noter également que les ONG peuvent être éligibles au challenge. Alors, on n'en a pas eu dans les lauréats de l'année dernière, mais on en aura peut-être cette année. Les conditions supplémentaires pour qu'une ONG soit éligible, c'est que le projet soit mis en place sous la tutelle d'une ONG, mais qu'il ait vocation à devenir une société indépendante, donc qu'il soit en fait assimilable à une start-up, ou que le projet dispose d'une équipe et d'un plan d'affaires dédié et qu'il vise la profitabilité de ses activités. Et dans ce cas-là, pareil, ce sera considéré comme une ONG éligible au challenge. Tous ces critères d'éligibilité et également les critères de non-éligibilité, vous pourrez les retrouver dans les différents documents, notamment le règlement du challenge, pour lesquels on vous a mis des liens dans la discussion. Et je vais laisser la parole à ETS pour Jérôme pour les critères d'éligibilité opérateurs énergétiques. Bonjour à tous. Donc Jérôme Gaonac, société ETS, qui travaille en consortium avec Enea sur ce challenge. En ce qui concerne l'appel à projet pour les opérateurs énergétiques, il fonctionne en binôme. Donc, ce qui est très important, c'est de positionner un dossier entre un opérateur énergétique associé à ce qu'on appelle un fournisseur de technologie. Donc, ce qui nécessite toujours un petit peu de temps pour le montage de la partie administrative, car vous verrez, au niveau, on demande qu'il y ait des engagements déjà un peu aboutis entre les deux sociétés sous la forme d'un mot. Donc, j'insiste particulièrement sur la nécessité de ne pas mésestimer le temps administratif, notamment pour les opérateurs énergétiques publics. Donc, effectivement, ça s'adresse essentiellement aux opérateurs énergétiques publics, qu'ils soient intégrés ou pas intégrés, donc distribution, transport, production. Également aux opérateurs de réseau, à ce qu'on appelle les ISO, ou les opérateurs de réseau de transport distribution, mais ça peut être également aussi des organismes comme les régulateurs de l'énergie, des sociétés publiques dédiées à l'électrification rurale ou au mini-grid. Sont pas éligibles sur l'opérateur énergétique tous les opérateurs privés, donc pas très clair les IPP par exemple,
et tous les acteurs qui sont que des revendeurs et qui n'ont pas d'actifs. Également les projets non éligibles, c'est pareil, une évidence, tous les projets liés à l'utilisation de ressources fossiles. En ce qui concerne les techno-providers ou les fournisseurs de services, donc c'est essentiellement des sociétés jeunes et innovantes, donc existantes évidemment, avec un minimum de 5 salariés, un chiffre d'affaires relativement modeste, inférieur à 50 millions. Donc, a priori, ça peut s'adresser à des sociétés plus grosses, à condition qu'elles aient des entités dédiées au développement de ces technologies innovantes. Une existence de moins de 15 ans, de manière identique, hein, ça peut, une société plus âgée, mais ayant ouvert ou créé une activité, une filiale, ce que vous voulez, inférieure à 15 ans et dédiée à cette activité est éligible. Comme je disais, il faut effectivement revenir déjà avec des engagements formels sous la forme, par exemple, d'un MOU entre le fournisseur de technologie et l'opérateur électrique, de façon à ce que ce soit déjà des dossiers bien construits. Une précision, le fournisseur de technologie, contrairement au challenge startup, n'est pas forcément africain. Il peut être mondial, pour peu que ce soit un pays éligible selon les règles de l'AFD. Voilà donc les principales informations. Je vais repasser la main à Ena pour le slide suivant. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Pour être éligible, il faut également que le projet réponde à un des 3 thèmes qui ont été retenus pour cette édition 2022, et donc on va vous présenter à la suite. Ces 3 thèmes, ils sont communs aux 2 challenges, donc au challenge pour Startup et au challenge pour opérateur énergétique. Le premier thème, c'est l'accès universel à l'électricité par les mini-réseaux. Le second, la gestion efficace du réseau électrique. Et le troisième, la durabilité et la pérennité du système électrique. Et donc, ces 3 thèmes, on va vous les présenter plus en détail dans les slides suivantes. Et vous pourrez également retrouver le détail des présentations, dans le règlement du challenge. Alors, le premier thème, comme je disais, c'est l'accès universel à l'électricité par les mini-réseaux, qui est peut-être un thème qui s'adressera un peu plus aux startups qu'aux opérateurs énergétiques. L'idée, c'est de mettre en avant des innovations numériques dans le domaine des mini-réseaux pour pouvoir en maximiser l'efficacité et l'impact. On vous a donné quelques précisions sur le type de projet qui serait attendu. Et on va avoir par exemple des systèmes de gestion d'énergie pour une utilisation optimale des énergies renouvelables, des outils qui vont faciliter les interconnexions avec le réseau principal ou avec d'autres mini-réseaux, ou encore des systèmes et algorithmes de consolidation de nanoréseaux. Ça, c'est pour le premier thème. Et pour les 2 autres thèmes, je vais laisser la parole à Georges et Jérôme. Donc, bonjour. En ce qui concerne le thème 2, donc, il s'adresse a priori plus aux opérateurs énergétiques qu'aux startups, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est gestion efficace du réseau électrique. Donc, ça va concerner essentiellement tout ce qui est les systèmes ou les améliorations numériques pouvant être apportées au réseau de distribution, de transport pour en améliorer l'efficacité voilà, donc une partie importante sur la digitalisation des process. Donc, par exemple, avec un exemple, tout ce qui concerne l'intégration des services liés à l'informatique industrielle, ce qu'on appelle généralement le contrôle-commande des réseaux, les dispatching, et tout ce qu'on trouve à travers les technologies de l'information, en anglais le big data. Donc ça, c'est important. Il y a de plus en plus de projets où on va essayer de valoriser les informations venant des processus industriels pour de l'analyse fine
de data pour améliorer la relation client, enfin, les revenus, tout ce qui est possible. Donc ça, c'est un point important. Tout ce qui concerne la digitalisation des données, ça peut être effectivement de l'imagerie satellitaire, des GIS, de la surveillance par drone, enfin tout ce qui concerne la digitalisation. Et puis effectivement, ce qui est aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou la possibilité d'acquérir des informations sur des capteurs qui soient installés sur des lignes pour monitorer des puissances de transit, ou dans des postes au niveau de transformateurs, etc. Et donc là, on arrive sur l'Internet des objets. Après, il y a la deuxième partie, qui est toujours des exemples, hein, puis effectivement, vous pouvez aussi proposer d'autres choses. C'est tout ce qui est la partie opérationnelle du réseau. Donc, on va trouver quelques exemples qui sont donnés. L'amélioration, la possibilité d'utiliser les lignes aux limites de leurs caractéristiques thermiques ou dynamiques, ce qu'on appelle dynamic line writing, c'est un exemple. Tout ce qui concerne les outils de simulation ou de planification, donc qui permettent d'accélérer le développement des projets et de par ça renforcer et améliorer l'électrification et la disponibilité de l'énergie. Tout ce qui concerne la supervision des interconnexions de réseau, on aurait pu rajouter aussi la supervision ou l'intégration du stockage, mais ça peut tout à fait en faire partie. Et tout l'aspect, le dernier aspect important, qui est la numérisation des process, et notamment la numérisation du poste électrique, qu'il soit de transport ou de distribution, où là, il y a des solutions de plus en plus intéressantes de digitalisation jusqu'aux éléments électriques eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est un point important aussi, Jérôme, sur la maintenance. Oui, alors on en parle, c'est le slide d'après, si tu veux, mais je peux en parler maintenant. Oui, effectivement, on peut tout ce qui concerne, on va parler de tout ce qui concerne l'amélioration de la maintenance des réseaux. Je pense qu'on peut. Et c'est là, hein, c'est sur le thème 2, c'est tout ce qui est maintenance améliorée. Oui, donc tout ce qu'on trouve sous le terme en anglais asset management, qui est aujourd'hui particulièrement important, c'est la numérisation de la surveillance des équipements sur le réseau, devant permettre une réduction des coûts de maintenance, une amélioration de la disponibilité par une meilleure prévisibilité des opérations de maintenance, meilleure connaissance de l'état des équipements. Donc c'est ce qu'on appelle tout ce qui est sous l'acronyme surveillance de l'actif, de l'état des actifs, des capteurs intelligents, effectivement, évaluation, calcul et optimisation des durées de vie, etc., etc. Donc, analyse des données, amélioration de la performance. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui arrivent sur le marché, dans tous les domaines, hein, que ce soit le transformateur, les équipements de production, les disjoncteurs, les sectionneurs, etc. Donc, il y a effectivement... On espère avoir cette année quand même des solutions sympathiques qui nous soient proposées et très numériques sur cette partie-là. Voilà. Donc, je propose qu'on passe au slide suivant. Bon, qui est la durabilité et la pérennité du système électrique. Donc là, on va chercher plutôt des solutions permettant d'accélérer et d'accroître l'intégration des énergies renouvelables, que ce soit sur des réseaux de transport, de distribution. Voilà, donc favoriser cette intégration par une meilleure connaissance des injections, par exemple. Donc, une meilleure connaissance du comportement de ces énergies renouvelables, par exemple leur comportement en fréquence, en tension. Donc là aussi, pas mal de solutions peuvent être proposées sur ces points-là. Maximiser l'utilisation des systèmes hybrides qui mélangent à la fois de la production
thermiques et des solutions de renouvelables qui ont pour but effectivement de limiter au maximum l'emploi des énergies fossiles. Et tout ce qui concerne la prévision de production des énergies renouvelables, qui a donné une partie importante, qui peut se faire s'appuyer sur l'utilisation de données météorologiques ou historiques, permettant aux opérateurs de maximiser l'utilisation de ces énergies renouvelables versus l'utilisation des centrales conventionnelles thermiques, par exemple. Et donc, de par ça, réduire le taux d'émission globale en gaz à effet de serre. Deuxième point, tout ce qui concerne, par exemple, la stabilité et la flexibilité des réseaux. Donc, par exemple, ça peut être des systèmes de surveillance des transitoires ou des oscillations résiduelles sur les réseaux. On va pas s'étendre trop. Tout ce qui concerne favoriser l'équilibrage du réseau. Donc, on peut trouver du stockage à ce niveau-là. On peut retrouver aussi ce qu'on appelle les virtual power plants et aussi effectivement la création de ces fameuses lignes virtuelles ou virtual power ou plans de production, ce qu'on appelle les virtual power plants en anglais. Dernier point, l'amélioration ou la réduction des pertes, qu'elles soient techniques ou non techniques, sur les réseaux de distribution, mais aussi de transport. Donc tout ça par l'amélioration de la connaissance des réseaux et l'utilisation, le couplage entre les compteurs numériques intelligents et la conduite des réseaux peut offrir des belles opportunités pour avoir une meilleure connaissance à la fois des pertes techniques et non techniques et de par cela les réduire. Ce qu'on appelle effectivement, on peut trouver ça aussi sous l'acronyme Big Data. L'amélioration et la réduction, l'amélioration de la disponibilité, là, donc de par la réduction de la durée et le nombre des interruptions de service. Donc là aussi, il peut y avoir des solutions qui peuvent être proposées, par exemple d'amélioration de la tenue en tension, de correction automatique de la tension en mettant de la compensation automatique, etc. Et dernier point, l'amélioration de la relation au client entre l'opérateur, l'opérateur énergétique et ses clients, puisqu'il devient de plus en plus important, et là il y a des solutions qui peuvent être proposées, de profiter des clients, de la capacité d'avoir des interfaces puissantes avec les clients pour aussi améliorer la disponibilité et la pérennité des systèmes électriques et aussi améliorer le service qu'on doit à nos clients en termes d'information. Voilà, ça le thème 3 qui est essentiellement basé sur ces thèmes, sur ces trois items. Donc, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Oui, merci Jérôme. Merci Jérôme. Alors, pour qu'un projet soit éligible, il faut donc qu'il respecte les thèmes qu'on vient de vous présenter. Mais ce n'est pas le seul critère. Il faut également qu'il soit local et qu'il soit numérique. Donc, ce qu'on entend par local pour ce challenge, c'est que les activités de gestion se situent dans le pays où l'activité où le projet a lieu. Donc, on ne peut pas avoir d'activité de gestion hors Afrique et qu'il y ait au moins un salarié à temps plein dans ce pays. Et ce qu'on entend par un projet numérique, il y a en fait deux types de projets. Donc, il doit utiliser une technologie numérique, soit développée comme proposition de valeur principale du projet, soit une technologie numérique qui est utilisée dans un projet au cœur de son modèle d'affaires innovant. Donc, ce sont les deux cris. Pour préciser, c'est simplement que soit la technologie elle-même, le produit qui est commercialisé par le projet, par exemple, ou donc dans le deuxième cas, c'est cette technologie, par exemple un logiciel, une plateforme qui va permettre d'améliorer le fonctionnement du projet, d'améliorer la génération des revenus, etc. Donc qui là est au cœur du business model parce qu'on a besoin de cette technologie pour faire fonctionner toute l'architecture du projet.
Et si donc le projet respecte tous ces critères d'éligibilité, il va être évalué selon des critères de priorisation qui sont en trois grandes catégories. On va regarder l'aspect numérique et l'aspect innovant, l'impact et les avantages du projet et ses conditions de réussite ainsi que son profil de risque. En ce qui concerne les aspects numériques et l'innovation, l'idée c'est que le projet soit innovant, soit intrinsèquement. Donc, en lui-même, de manière générale, il propose une solution qui n'existe pas ou pas exactement sous cette forme de manière générale, ou il est innovant dans le sens où cette innovation n'a pas encore été déployée dans le contexte local du projet. Pour ce qui est de l'impact et des avantages du projet, on va notamment regarder s'il est réplicable dans d'autres localités, par exemple, ou avec d'autres acteurs. On va regarder s'il répond à des problématiques qui ne sont pas résolues à ce jour et on va notamment accorder de l'importance aux externalités positives du projet. Comme on parle du Digital Energy Challenge, on va notamment regarder l'impact sur la réduction des émissions de CO2, l'impact sur l'environnement. On va aussi regarder l'impact économique, donc avec la création d'emplois, et d'autres externalités positives qui sont importantes dans le cadre de ce challenge, comme l'autonomisation des femmes. Donc, par exemple, si c'est un projet qui est l'idée par des femmes, avec une femme CEO de la startup, par exemple, et toute autre externalité positive qui pourrait être mise en valeur par l'entreprise qui propose son projet. Et enfin, bien sûr, on va également regarder si si les conditions de réussite du projet nous semblent présentes et le profil de risque du projet. Donc, on va regarder si les bases économiques sont assez solides. On va regarder les compétences de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe d'experts? Est-ce qu'ils semblent à même de mener ce projet à bien? S'il y a un plan de mitigation, si les risques ont bien été identifiés et s'il y a un plan de mitigation de ces risques qui est mis en place. On va également regarder la résilience aux crises du projet, l'exemple le plus récent étant la capacité à résister aux aléas dus au Covid-19. Et on va accorder une importance particulière, notamment au risque ESG. Et tous ces critères ensemble, une fois évalués, vont donner une note finale qui nous permettra de comparer tous les projets entre eux pour effectuer une présélection puis une sélection. Ça, pour compléter, la méthodologie exacte de notation, le barème est donné dans le règlement du challenge qui est disponible au téléchargement dans le dossier de candidature sur le site internet. Alors, je vais reprendre la parole pour simplement vous dire, en tant que candidat potentiel au Digital Energy Challenge, ce que vous pouvez attendre si vous êtes sélectionné comme lauréat de cette édition 2022. Donc, on l'a dit, on a une enveloppe qui est assez importante pour récompenser les projets. Et donc, cette enveloppe, elle prend la forme d'une récompense financière de subvention. Et on aura aussi la possibilité d'accorder une assistance technique qui viendra, en plus de cette subvention, accompagner les porteurs de projets sur des problématiques et des challenges qui vont au-delà du cœur numérique et innovant du projet. Ça peut être sur des aspects techniques qui sont annexes, ça peut être sur des aspects légaux et juridiques, ça peut être sur de la levée de fonds. Donc voilà, il y a toute une liste de sujets qui peuvent faire l'objet d'une assistance technique complémentaire. Elle sera systématiquement accordée pour les projets portés par les opérateurs énergétiques en partenariat avec des fournisseurs de technologies ou de services innovants. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une coordination très proche en fait de ces projets-là, un pilotage bien coordonné entre les deux entités. Et donc, c'est pour cela qu'il nous apparaît vraiment indispensable d'avoir cette assistance technique qui pourra couvrir cet aspect. Pour les startups, ce sera vraiment à la discrétion du comité de sélection en fonction des besoins identifiés. Donc, l'enveloppe qui sera accordée, elle pourra aller jusqu'à 150 000 € en tout, donc comprenant l'assistance technique. De même, il y a des montants, des pourcentages qui sont donnés dans le règlement du challenge pour la répartition entre assistance technique et subvention.
Et pour les opérateurs énergétiques, on pourrait aller jusqu'à 500 000 euros. Voilà, donc, comme l'année dernière, l'objectif étant de récompenser 5 à 8 startups et 2 à 3 projets portés par des opérateurs énergétiques. L'assistance technique et finalement l'accompagnement sur le projet pourra se faire jusqu'à 18 mois après la date de désignation des lauréats. On a certains projets qui peuvent être un peu plus longs à mettre en œuvre, mais en moyenne, on a un suivi qui va s'effectuer pour la plupart des projets sur 12 mois. On aura donc cet atelier commun qu'on appelle le bootcamp qui sera organisé donc fin novembre pour réunir les startups, les opérateurs énergétiques, donc lauréats, mais aussi d'autres entités, d'autres organisations qui évoluent dans cette sphère de la digitalisation, la numérisation, disons plutôt en français, des technologies de l'énergie. Donc, on a l'écosystème de l'AFD qui sera présent et pourquoi pas aussi des pouvoirs publics français et d'autres acteurs internationaux qui travaillent sur ces sujets. Ensuite, et c'est non négligeable, une visibilité accrue sera offerte aux lauréats grâce aux différentes campagnes de communication qui sont menées par l'AFD et par tous ses partenaires sur les réseaux sociaux notamment. Et donc, comme vous l'avez vu, on a communiqué massivement sur Twitter, Facebook, LinkedIn, sur les lauréats de l'année 2021. Et voilà, je pense que c'est pour des projets, en particulier des projets startups, c'est important de pouvoir bénéficier de cette publicité. Et puis tous les candidats, qu'ils soient désignés finalement comme lauréats de l'édition ou non, pourront profiter du partage de connaissances, que ce soit grâce au feedback qu'on donnera aux porteurs de projets et aux réponses aux questions qu'on peut donner tout au long de l'ouverture de l'appel à projet, enfin de la période d'ouverture de l'appel à projet. Et puis, il peut y avoir d'autres événements, d'autres ateliers, d'autres workshops qui seront organisés. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à faire partie aussi de cette liste de diffusion du challenge pour recevoir les informations liées non seulement à cette édition, mais je dirais à la Digital Energy Facility en général. J'ai repassé la main à Jérôme pour vous parler du processus de candidature et de l'accompagnement qu'on peut vous offrir pendant la candidature. Merci. Effectivement, on peut vous offrir un accompagnement pendant la candidature, mais aussi après. Donc, pendant l'appel à candidature, vous avez déjà l'ensemble des informations à travers le règlement, la liste de questions et réponses déjà que vous pouvez télécharger. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer à travers la messagerie des questions auxquelles bien évidemment on vous répondra. Également, si vous le souhaitez, ça a été fait l'année dernière et on a commencé cette année, on est tout à fait ouvert à faire des réunions team pour pouvoir peut-être échanger si vous avez des questions particulières ou vous souhaitez présenter votre projet pour vous assurer avant de remplir le dossier et de passer du temps qui effectivement correspond bien aux attentes que nous pouvons avoir. Donc n'hésitez pas. Bon, je ne veux pas faire 200 réunions, mais il n'y a pas de problème, on peut organiser ce type d'accompagnement. Donc voilà. Pendant la partie réalisation du projet, là aussi, on met en place tout un plan de soutien. Donc, on en a parlé à travers une assistance technique qui, sur ce challenge, est obligatoire et donc qui doit à peu près représenter, on va dire, 15% du montant total de la subvention. C'est important parce que ça doit apporter effectivement à la fois nous permettre de bien voir l'avancement du projet et que son déploiement correspond bien aux attentes. Et de votre côté également, vous apporter des services complémentaires, par exemple, pour voir la possibilité de commercialiser la solution pour d'autres électriciens,
des fonctions nouvelles qui pourraient être intéressantes à faire, des études économiques, etc. Donc ça, c'est à travers une assistance technique qui fait partie intégralement du package et du montant de 500 000 € au maximum par projet. Des documents, évidemment, de reporting qui vous seront fournis, ça c'est important. Des modèles de convention également qui existent et qui vous seront proposés pour pouvoir effectivement rapidement accéder au fonds, donc avec une volonté de la part des organisateurs de permettre je dirais, un financement du projet garantissant un cash raisonnable pour ne pas vous mettre en difficulté, surtout des startups ou des techno-providers jeunes. Donc, c'est ce qu'on appelle, on débloquera sans délai par rapport à la mise en place d'un plan de décaissement qu'on discute ensemble, les montants nécessaires au développement de l'activité. Et comme disait Olivier, les projets peuvent durer avec la technical assistance jusqu'à 18 mois. Sur la première année, je dirais, les 2/3 étaient entre 8 et 12 mois. Il y en avait un qui dépassait 18 mois, qui allait jusqu'à 18 mois, bon, pour des raisons effectivement de déploiement de produits sur le réseau qui pouvaient prendre un peu de temps. Voilà un petit peu les principales informations. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à travers effectivement la messagerie qui est mise à disposition. Et si vous le souhaitez, pas de problème pour qu'on organise des réunions team, si vous le souhaitez, pour clarifier des points dont vous auriez besoin. Voilà, je pense qu'on peut passer au slide suivant, Olivier. Oui, simplement pour préciser un point important qui est celui de la mise en relation des opérateurs énergétiques et des fournisseurs de technologies innovantes. On a, comme tu l'as dit, c'est un point crucial. On a quelques personnes déjà qui nous contactent, qui n'ont pas forcément de partenaires identifiés. Et on sait que la fenêtre d'ouverture de l'appel à projet est assez réduite. Donc, nous, on n'a pas vocation à créer des projets en soi. Ce qu'on peut faire, c'est simplement identifier des besoins. Et donc, il y a une rubrique qui est exactement faite pour ça sur le site du challenge. C'est lorsque vous téléchargez le dossier, on vous invite à vraiment exprimer clairement votre besoin. Donc, il y a vraiment une petite cellule dans le formulaire qui vous permet de dire si vous êtes, par exemple, fournisseur de technologie, que vous avez besoin de trouver un partenaire utility, un partenaire opérateur énergétique public en Afrique, nous, on peut potentiellement avoir déjà identifié des opérateurs énergétiques qui souhaitent répondre à tel ou tel besoin et donc qui seraient un potentiel bon partenaire, un bon binôme pour aller de l'avant sur cet appel à projet. Donc, on vous invite encore une fois, lorsque vous téléchargez le dossier, à bien exprimer clairement quel est votre besoin, si vous êtes dans ce besoin-là, et nous, on pourra ensuite faire le suivi. On va peut-être passer ensuite justement au processus de candidature. Je vais laisser la parole à Clara. Oui, alors juste pour vous récapituler comment ça se passe, donc on vous a remis les liens, on les avait aussi mis dans le chat. Donc vous pouvez aller sur le site, enfin vous devez aller sur le site de l'Agence française de développement, sur la page donc, du challenge. Donc il y a une page dédiée aux startups et une page dédiée aux opérateurs énergétiques. Vous remplissez ensuite le formulaire de préinscription qui vous permet de télécharger le dossier de candidature. Donc là encore, tous ces liens vous ont été mis dans le chat. Donc une fois que vous avez complété le formulaire de candidature et préparé les documents complémentaires, vous pouvez soumettre tout ça en ligne. Hein. Ça se fait uniquement en ligne via le site de l'Agence française de développement. Tout ça avant le 30 avril, 23h59 CET. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça, enfin vous devez faire tout ça. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, encore une fois, à écrire à l'adresse email de permanence qu'on vous a indiquée dans le chat également et qu'on va vous remettre à la toute fin de la présentation. Peut-être le slide suivant.
simplement, donc vous êtes sûrement concerné par ces appels à projets. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à relayer auprès de contacts que vous avez, des startups qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressés, des opérateurs énergétiques également, qui pourraient satisfaire aux critères et aux critères d'éligibilité. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager la brochure qu'on vous a mis donc dans le chat, les pages web également. Et puis, on fait des posts également sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux de l'Agence française de développement. Donc, on poste régulièrement sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez aussi retrouver ces informations sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on peut passer, donc je ne sais pas si on peut remettre l'adresse email. Oui, alors, avant de passer au... Voilà. Donc, simplement, alors en plus, oui, je vous le redis là, on met bien on a une foire aux questions sur le site du challenge, sur le site de l'Agence française de développement. Donc, on répond quand même là à un certain nombre de questions qui ont été posées l'année dernière, qui ont été déjà posées cette année, et c'est mis à jour régulièrement au fur et à mesure de vos nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette foire aux questions. Et donc, si on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui ou alors sur cette page des FAQ, vous pouvez bien sûr envoyer un mail à contact@afddigitalenergychallenge.com. Si vous avez d'autres questions sur la facilité en général, donc pas sur le challenge, mais sur les autres composantes qu'a présenté Cyril au tout début, vous pouvez écrire à def@afd.fr. Voilà, on peut peut-être commencer à prendre, il y a déjà des questions dans le chat. Donc, si je fais ça dans l'ordre, Olivier et les autres. Donc, il y a une première question de Landry Jimbe. Les 1 million d'euros, est-ce que c'est pour des equity uniquement ou dettes comprises? Alors, donc, en ce qui concerne les montants, donc ça c'est pour les startups, on a un critère qui est qu'elles doivent avoir levé donc, moins d'1 million d'euros. Ça, c'est un montant qui est tout financement confondu, enfin, on va dire equity et dette confondu, mais je dirais hors subvention. En fait, c'est vraiment ce qui a été levé auprès d'acteurs en capital ou d'acteurs bancaires, mais pas forcément ce qui est de l'ordre des subventions. Ok, j'espère qu'on a répondu donc bien à la question, enfin ça me semble clair. Une deuxième question, c'est dans les critères d'éligibilité, qu'entend-on par légalement constitué? Donc c'est une entité qui doit être enregistrée alors en France, on a le registre commercial des sociétés et je crois que ça existe aussi dans la plupart des pays. C'est pas forcément stipulé ou nommé ainsi, mais c'est l'organisme qui régit l'inscription des sociétés localement. Donc, on doit avoir des statuts, on doit avoir une entreprise qui a un capital déclaré et comment dire, oui, c'est ça, c'est qui doit être enregistré légalement. Il y avait une autre question. Bonjour, pour les startups, est-ce qu'un projet qui exploite une énergie renouvelable, entre parenthèses solaire, pour alimenter en direct des appareils, c'est-à-dire sans passer par un réseau électrique, donc off-grid, est-ce que c'est éligible? Sachant qu'il n'y a pas de production d'électricité à proprement parler, mais que ça permet un accès à l'énergie propre et abordable pour tous. Ok, donc off-grid. Ouais. Donc j'imagine quand même que si c'est un projet qui exploite du solaire, donc c'est une sorte de câble finalement, enfin quelque chose qui n'est pas relié au réseau, mais qui va permettre de relier du solaire, donc des panneaux photovoltaïques hors réseau à des foyers. Donc ça peut peut-être rentrer dans le cadre de la première thématique, qui est l'accès universel à l'énergie via les mini-réseaux. Mais on aura besoin de plus d'informations, je pense, pour vraiment vous dire ou non si, par rapport à la thématique numéro 1, donc d'accès à réseau, accès à l'énergie par les mini-grids, si votre solution est vraiment adaptée ou non. Il y a un message de Primo Solis
Donc, nous sommes une jeune start-up. Nous avons un réseau électrique alimenté par des générateurs. Nous voulons remplacer graduellement ces générateurs par une source d'énergie solaire pour améliorer nos services. Un tel projet est-il éligible? Alors, à première vue, non. Je pense que là, on parle encore une fois de Digital Energy Challenge et de solutions qui sont vraiment numériques, avec le numérique au cœur du projet. Et là, il s'agit de remplacer des générateurs, je comprends, à combustible fossile par des générateurs plus propres, mais il ne s'agit pas, l'innovation numérique n'est pas au cœur du projet. Donc, malheureusement, je pense que ce projet-là ne sera pas éligible. On a encore une question. Est-ce qu'une ONG peut soumettre une idée de projet pour le compte d'un opérateur énergétique public pour le soutenir et favoriser la collaboration avec un fournisseur de technologies innovantes? Alors, l'ONG en tant que telle ne pourra pas soumettre de projet elle-même. L'ONG, comme on l'a dit, peut présenter un projet qui sera un projet qui a vocation à devenir une entité séparée, finalement, en tout cas à générer, à être à but lucratif finalement et à générer des profits. Donc, mais vraiment un projet qu'elle porte ou qu'une branche de ses activités porte, et de manière générale, en fait, les projets doivent être portés principalement par l'opérateur énergétique avec le soutien d'un fournisseur de technologies ou de services innovants. Alors, ce qui peut se passer, et ça a été le cas l'année dernière, c'est qu'une entité tierce facilite, finalement, coordonne les efforts de montage de projets entre l'opérateur énergétique et le fournisseur de technologies ou de services. En l'occurrence, donc, je comprends que cette ONG dont vous parlez donc, serait plutôt justement l'entremetteur entre les deux entités. Mais ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est directement engager la conversation avec l'opérateur public et le potentiel fournisseur de technologies intéressé ou pertinent pour qu'eux-mêmes soumettent un projet. Mais ce n'est pas l'ONG qui doit porter ou présenter ce projet. Merci Olivier. Encore une question, est-ce qu'un accord de partenariat existant de type contrat de maintenance entre l'opérateur énergétique et le fournisseur de technologie répond aux critères d'éligibilité? Alors, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudra qu'on revienne vers vous pour regarder dans les détails si ça peut être éligible comme entendu comme un accord de sous-traitance au sens large et donc un accord de partenariat. En fait, on doit encore, je pense, discuter de la notion finalement de partenariat. Est-ce qu'elle va jusqu'à la sous-traitance et donc un contrat de maintenance, c'est une sous-traitance de service, ou est-ce qu'on parle vraiment d'un partenariat avec comment dire un pilotage de projet qui se fait de manière collégiale. Je pense qu'on est plutôt dans ce deuxième point de vue. Je vous invite quand même à nous envoyer cette question et pourquoi pas les détails finalement contractuels qui vous lient à cet opérateur pour qu'on puisse trancher de manière hors ligne, je dirais. Je peux apporter une toute petite précision, Olivier? Oui, je t'en prie. Le but du partenariat, c'est surtout de s'assurer et que tout le monde soit certain qu'il y a un véritable engagement de l'opérateur énergétique et du technoprovider à travailler ensemble et à fournir un projet. Donc, c'est surtout ça. Donc, si on parle d'un contrat de maintenance sur un tout autre sujet, c'est pas forcément très représentatif on va dire que l'opérateur énergétique partage et est bien impliqué dans le projet que vous portez, que le technoprovider porte et qui sera développé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on demande effectivement cet accord de partenariat qui est quand même un engagement qui nous semble important.
Merci. Il y a 2 questions similaires sur le chiffre d'affaires et la levée de fonds. Alors, nous sommes une jeune start-up en cours de légalisation, j'imagine, et portant un projet non encore mis en œuvre. Par conséquent, nous n'avons pas de chiffre d'affaires. Sommes-nous éligibles? Et la deuxième question, nous sommes une start-up au stade embryonnaire et n'avons pas encore fait de chiffre d'affaires, ni non plus de levée de fonds. Sommes-nous éligibles? Oui, alors pour les startups, il y a une question d'éligibilité qui concerne un plafond, mais pas de minimum. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir déjà généré un chiffre d'affaires pour être éligible. Très clair, merci. Il y a une question pour les opérateurs énergétiques. Peuvent-ils postuler à 2 thèmes, voire les 3 thèmes? Alors, c'est une question qu'on nous a posée, je pense, aussi l'année dernière. Je me demande si elle n'est pas déjà. Oui, clairement. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est à choisir un thème, finalement, avoir un seul cheval de bataille, je dirais, pour postuler et maximiser vos chances plutôt que de postuler à différents thèmes. Parce que, alors, à moins que votre solution croise vraiment, par exemple, l'intégration de renouvelables et en même temps la maintenance. Mais voilà, à ce moment-là, peut-être que c'est possible de séparer. Mais donc, déjà, je pense que les 3 thèmes, il y a quand même peu de chances que votre projet, on parle vraiment du projet, hein, on parle pas de. Ah oui, alors pardon, peut-être que j'ai mal compris la question. En fait, l'opérateur énergétique, lui, il peut postuler sous différents thèmes, à condition que le projet qu'il porte, je vais le reformuler comme ça, soit apporté avec des fournisseurs de technologie qui répondent avec leur solution à un des thèmes. Et donc, à ce moment-là, un opérateur énergétique peut, je peux l'imaginer, postuler avec 2 ou 3 entités qui vont fournir une technologie ou un service spécifique à l'un ou 2 ou aux 3 thèmes. Ce que je voulais dire au début, c'est que le projet lui-même n'est pas censé répondre à plusieurs thèmes. Les 3 thématiques sont censées être bien différenciées et un projet ne doit répondre qu'à un seul thème. Alors, on a des questions sur les SHS et PSUGO. Nous concevons des kits solaires avec un système PSUGO au moyen d'une plateforme numérique pour la coupure à distance. Est-ce éligible? Alors, on a reçu plusieurs questions en effet sur cette thématique des PSUGO. Déjà, l'année dernière, c'était un sujet assez prégnant. C'est bien sûr quelque chose qui est en plein développement déjà depuis quelques années en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Sur la première thématique, donc, qui est celle de l'accès à l'énergie, on a, dans l'édition 2022, on n'a plus cette composante, je dirais, liée au Solar Home System, parce qu'on a privilégié les systèmes d'une taille un peu plus grande, qui sont les systèmes de mini-réseaux, en tout cas de nano-réseaux. Alors, à moins que les Solar Home Systems qui sont déployés le sont dans une logique d'électrification latérale, comme on l'appelle, donc au moyen de nano-réseaux qui vont être ensuite interconnectés pour former des mini-réseaux et donc maximiser l'accès à l'énergie dans des zones majoritairement rurales. Là, on pourra avoir une éligibilité. Quand il s'agit de systèmes classiques, entre guillemets, de Solar Home System, malheureusement, ces projets-là ne seront pas éligibles au challenge. Alors, il y a une question, c'est une start-up, est producteur et distributeur aussi. Est-ce qu'elle est éligible? Ça passe, j'imagine que c'est ça la question. Alors, producteur et distributeur aussi. Donc, j'imagine d'énergie. Enfin, c'est oui. Très clair, mais voilà, ça dépend encore une fois de la solution, mais je pense que je vous renverrai à ma première réponse tout à l'heure. L'important n'est pas forcément de savoir si la startup est productrice ou distributrice d'énergie, mais de savoir quelle est la solution derrière, la solution numérique innovante qui est au cœur du projet. Donc, je vous inviterai à nous écrire un mail ou à postuler et nous pourrons statuer en fonction de ces informations-là. Là, je n'ai pas assez d'informations pour répondre.
Encore une question. Nous sommes une start-up qui accompagne les entreprises dans la mise en place des stratégies de réduction des consommations électriques. Cependant, depuis peu, nous nous sommes engagés dans le développement d'une solution de suivi des consommations électriques. Sommes-nous éligibles? Alors, peut-être que Jérôme, tu peux répondre à cette question. Écoutez, je dirais oui. Telle que la question est posée, vous me paraissez tout à fait éligible. Et effectivement, je vous encourage à déposer un dossier avec un opérateur électrique qui soit, voilà, puisque ça rentre dans le cadre du challenge qui est l'optimisation, la durabilité et la réduction donc, des pertes. Pas de problème. Alors oui, moi je compléterai juste à condition que votre solution soit à destination innovante et à destination du réseau. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut toujours partir avec un opérateur énergétique. Oui, c'est ça. Et que ça s'adresse par exemple au poste de distribution et pas à un outil simplement de suivi des consommations d'un outil de production dans une entreprise industrielle. Une question, est-ce que les projets présentés doivent être déjà déployés sur le marché ou peu importe? Alors ça c'est également précisé dans le règlement de l'appel à projet, qui encore une fois est téléchargeable avec le dossier de candidature complet. Cette question-là, elle revêt plusieurs aspects, mais donc il y a la question de générer, par exemple, un chiffre d'affaires qui, comme on l'a dit, n'est pas forcément obligatoire. Ce qu'on demande, c'est simplement qu'il y ait un projet piloté, c'est-à-dire qu'il y ait déjà quelque chose de pas forcément de commercialisé en tant que tel, mais au moins un projet pilote qui est déployé sur le terrain, qui peut être analysé, dont l'efficacité peut être déjà analysée. Et c'est en ce sens-là qu'on va dire que le projet doit être déployé. Une question sur les financements éligibles. Le financement porte-t-il sur le volet CAPEX et OPEX ou CAPEX seulement? Alors, très bonne question. Ce sont les deux volets qui sont éligibles pour le financement. Alors, on aura des solutions de CAPEX. On va dire, on va privilégier un financement de développement d'infrastructures numériques. Et donc, voilà, je pense que vous l'aurez compris, il s'agit du Digital Energy Challenge. L'idée, l'objectif principal derrière, c'est que ces subventions ne servent pas à financer des motos ou des pick-up pour les opérations, mais à financer vraiment une infrastructure numérique qui permet de déployer votre solution numérique. Et donc ça, c'est pour l'aspect CAPEX. Et pour l'OPEX, tout simplement, pour un bon nombre de solutions qui sont déployées, on aura besoin de recruter des développeurs, des data scientists et d'autres personnes avec voilà, un background plutôt dans le développement des solutions numériques. Et donc ça, ce sera couvert aussi, ce sera éligible au financement côté, je dirais, OPEX plutôt. Alors, il y a une question sur les critères d'éligibilité pour les fournisseurs de technologies. Le règlement stipule que le fournisseur de technologies ou services innovants ne doit pas nécessairement être implanté localement. Or, dans le formulaire, on demande, question 38, quelle partie de la direction est située dans le pays? Pourriez-vous nous confirmer les règles d'éligibilité à ce sujet? Tu veux prendre cette question, Camille? Oui, ok. C'est celle-ci, en fait, c'est savoir si le fournisseur, donc le partenaire, doit être implanté localement. En fait, effectivement, la règle d'éligibilité, c'est bien que le fournisseur de technologie ou service n'est pas nécessairement implanté localement. Néanmoins, l'idée, c'est quand même de s'assurer que, si possible, on appartient à un local. Et par ailleurs, sur cette question qui est posée dans le formulaire de candidature, c'est plus pour évaluer globalement aussi à quel point vous allez être en mesure de collaborer efficacement avec le fournisseur en question, ce qui est potentiellement plus facile s'il y a une partie de l'entreprise qui est située dans le pays. Mais pour le critère d'éligibilité, vous pouvez retenir que ce fournisseur n'a pas besoin d'être local. Et cette question 38, elle s'adressait simplement aux fournisseurs de technologie ou au projet
François? Non, il me semble que c'est pour le fournisseur de technologie. D'accord. Ouais. Donc, c'est si vous avez C'est pour l'IoT. Ok, on va vérifier et je pense qu'on va revenir vers vous là tout de suite. Ouais. Il y a une question, donc c'est CI Énergie en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir si la cartographie des réseaux de transport HTB et HTA en vue de créer une base de données centrale électrique en Côte d'Ivoire est éligible. Je vais laisser répondre, Jérôme. Ouais, Jérôme. Oui, la question est en soi complexe. Je dirais ça, comme la question est posée, ça ne rentre pas 100% dans l'objectif du projet, qui est la digitalisation des réseaux à travers des solutions innovantes. Donc, si c'est une solution pure GIS, comme des GIS existants, je dirais le caractère innovant sera quand même assez réduit, ce qui va pénaliser, je pense, la candidature. Maintenant, si à travers cette base de données centralisée, il y a le déploiement d'outils permettant, je ne sais pas, d'accélérer la réalisation, de valoriser les données, etc., de faire des liens avec l'IT centrale pour avoir une meilleure maintenance préventive, pour valoriser les assets, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais il faut que ça dépasse un petit peu le simple cadre d'un GIS réseau. Merci, Jérôme. Il y a une question, alors là c'est vraiment plus il y a un problème avec le fichier Excel apparemment, il est protégé par un mot de passe. Alors peut-être que vous l'avez peut-être téléchargé il y a un petit moment ce dossier. En effet, il y avait un petit souci sur l'accessibilité du fichier. Normalement, si vous retéléchargez le dossier de candidature aujourd'hui, vous retournez sur le site, le fichier n'est plus protégé et vous pourrez y accéder sans problème. Oui, a priori, ça va fonctionner pour tout le monde, sinon, donc effectivement, le problème doit être réglé. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à nous écrire, mais a priori, il n'y a plus de problème. Je crois qu'on a pour balayer toutes les questions. On a une autre question qui est, alors je ne sais pas si c'est celle à laquelle on a répondu tout à l'heure. On y a déjà répondu. On y a déjà répondu, d'accord. Ouais. Et puis simplement pour revenir sur la question de l'éligibilité des fournisseurs de technologie qui est en lien avec leur présence locale ou non. Donc sur le formulaire, vraiment pour être très précis, dans le formulaire, on vous demande quelle partie de la direction est située dans le pays. Donc la question 38. Cette question, elle est comment dire, optionnelle. Enfin, la réponse est optionnelle dans le sens où si vous avez déjà une implantation locale, merci de préciser quelle est la direction, quelle est la branche de l'entité qui est présente localement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement dire que voilà, c'est non applicable. Il y a une question sur les langues, voilà, les formulaires. Le formulaire est-il uniquement en anglais? Non, il est en français et en anglais, donc il faut juste aller sur la page francophone voilà, si vous avez téléchargé en anglais, c'est que vous étiez sur la page anglophone a priori, donc vous avez juste en haut à changer la langue sur le site de l'AFD et vous devriez arriver sur la bonne page. On nous dit que la question se pose aussi dans la question 35. Alors c'est précisé je vous inviterai à relire aussi la question 35, mais en fait on dit que de préférence on cherche à avoir un prestataire local. C'est ce qui est précisé, hein, c'est donc au sens comme pour les startups d'avoir son siège dans le pays où le projet est implanté, avoir au moins un salarié à temps plein dans le pays, ou peut être issu d'autres pays, donc le fournisseur, hein, toujours le partenaire, s'il est indispensable au projet et qu'il n'opère pas localement. Mais c'est vraiment une condition qui peut être levée si, voilà, comme on l'a dit, le partenaire est indispensable. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça qu'on dit, on l'a dit à plusieurs endroits, aussi dans le règlement, il n'est pas nécessairement implanté localement, mais de préférence, on essaie de récompenser les projets qui sont 100% locaux finalement.
Il y a une question qui rejoint un peu une question qui a été posée précédemment sur ce que signifie un partenariat, enfin comment on peut prouver le partenariat entre un opérateur et un service provider. Il est marqué dans un des slides qu'il faut avoir déjà engagé des relations d'affaires avec un opérateur énergétique africain et qu'un MOU ou un document similaire formalisant l'accord de partenariat sont nécessaires. Pouvez-vous préciser une liste des exemples de documents similaires? Alors, une liste complète, exhaustive, je pense qu'on n'en aura pas. C'est vraiment ce qui peut contractuellement, dans votre pays d'opération ou vis-à-vis des pratiques de l'opérateur énergétique, peut être tamponné et validé comme, par exemple, une lettre d'intérêt ou un accord de principe de partenariat. Et ce qui est la forme la plus communément répandu, c'est le MOU, donc le Memorandum of Understanding, qui est un protocole d'accord finalement, qui permet vraiment de sceller dans le principe l'intérêt des deux parties à travailler ensemble. Et donc, c'est ce qu'on cherche à avoir pour formaliser le partenariat. Et in fine, donc ça, c'est une première étape. In fine, on doit avoir un accord de partenariat, tout simplement, un partnership agreement entre les deux entités. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. J'ai pas l'impression que ça bouge plus dans le chat. Donc, merci à toutes et tous. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas les informations nécessaires sur le site du challenge qu'on vous a mis donc dans le chat, sur la brochure ou alors sur la page de FAQ, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qu'on vous a indiquée et on vous répondra au plus vite et au mieux. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et voilà, on attend avec impatience vos candidatures. Merci, au revoir.